Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur votre plateforme Evenprod. Vous êtes dans votre émission Grand Témoin, votre nouvel espace de réflexion et de débat constructif. Nous y accueillons des experts reconnus, figures emblématiques, décideurs clés et acteurs du changement pour qu'ils partagent leurs expériences, leurs analyses et leurs perspectives sur les sujets brûlants qui façonnent notre Sénégal, notre Afrique. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir un homme d'État qui a été ministre pendant près de 12 ans. D'abord ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Éducation nationale dans le premier gouvernement du président Macky Sall et enfin ministre de l'Eau et de l'Assainissement durant tout le second quinquennat du président Sall. Dans l'arène politique, il a gardé une dignité rare, une élégance de parole et de posture. Ces mots ne sont pas des pierres jetées, mais des pensées mûrement réfléchies. Vous le verrez dans cette émission, des mots posés à l'aune de l'expérience empirique. Bonjour Serigne Mbaye Thiam. Bonjour Chérif. Je voudrais d'abord remercier Evenprod de m'avoir fait l'honneur de m'inviter comme premier invité, pour me répéter, de cette émission que vous inaugurez aujourd'hui, Grand Témoin. J'ai répondu favorablement pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que lorsqu'on a en charge d'avoir une parole publique, on doit accepter de débattre, d'échanger, mais sans pour autant tomber dans l'invective. Et en même temps, je pense avoir capitalisé un certain nombre d'années, de vie d'abord et d'expérience pour être témoin, petit témoin, oui, grand de quelque chose à partager. Et j'ai accepté aussi, je dois le dire, par l'appréciation que j'ai du professionnalisme avec lequel vous conduisez, vous, Chérif, les débats. Merci. Je pense que dans l'espace médiatique du Sénégal, c'est quelque chose qui permet de hisser les hommes politiques et les hommes publics à un certain niveau, qui leur permettent d'échanger utilement avec le Sénégal. Donc je voudrais souhaiter plein succès à cette nouvelle initiative d'Evenprod et de façon générale souhaiter plein succès aussi à Evenprod. Merci beaucoup. En tout cas, Evenprod est très heureux et honoré de vous recevoir comme premier grand témoin de cette émission. Nous aborderons plusieurs sujets d'actualité, mais commençons par la politique, justement. Avec le dialogue national, vous vous êtes adressé publiquement au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour dénoncer un rapport partiel et profondément non représentatif. Expliquez-nous pourquoi. Absolument. Le collectif des partis d'opposition qui avaient participé au dialogue national a jugé utile, après la présentation du rapport général du dialogue au chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, de réagir. Et ce n'est pas la première fois qu'on s'est adressé au chef de l'État. Je dois dire qu'à la clôture du dialogue, à la cérémonie de clôture, on avait lu une déclaration publique pour indiquer la façon dont nous avons vécu le dialogue. Et en tant que parti responsable, parce que le Sénégal a cette chance d'avoir une opposition actuellement ou pro, des partis significatifs ont eu à exercer le pouvoir. Oui. Et donc ces partis sont dans une démarche d'opposition responsable. Qui peine à exister, mais on va en parler. Ferme mais responsable. Oui. Voilà, ferme mais responsable. Donc nous avions aussi envoyé une lettre au chef de l'État pour lui dire les points d'accord qu'il y avait et notre appréciation du dialogue. Cette lettre est restée sans réponse. Je pense que cette lettre méritait réponse. Et quand le rapport a été déposé sans pour autant qu'il y ait une séance de validation, nous avons jugé utile cette fois-ci de lui adresser une lettre ouverte. Et pourquoi nous l'avons fait? Parce que tout le monde est témoin que la cérémonie de clôture du dialogue, avant la présentation des rapports des différentes commissions, le maître de cérémonie a répété 3 fois. C'est un rapport provisoire. Ce sont des rapports provisoires. Et cette plénière, il n'y a pas eu de débat. Oui. Après la lecture des rapports, le ministre de l'Intérieur est venu et puis a clôturé le dialogue. On s'attendait donc à ce que
on convoque les parties prenantes, au moins pour adopter le rapport définitif. Mais le rapport définitif a été adopté sans les parties prenantes. Et il y a des points dans le rapport qui sont considérés comme des points d'accord, alors que ce sont des points de désaccord. Il y a d'autres points pour lesquels c'était des accords de principe. Mais lors de la remise au palais présidentiel, il y avait quand même beaucoup de parties prenantes. Non, la remise s'est faite par le bureau des commissions. Oui. Le bureau des commissions, c'est quoi? C'est le facilitateur général, Oui. Chergueï. les facilitateurs des différentes commissions et les rapporteurs. Et les observateurs étaient censés y être. Les observateurs représentant les partis politiques. Oui. Mais les observateurs de l'opposition n'ont pas jugé utile d'y aller, parce que c'est la veille même au soir. Mais vous avez été invité. Qu'on les appelle. Non, c'est les observateurs. Ils sont membres des bureaux. Oui. Ils sont membres des bureaux des commissions. Mais qui sont membres de vos partis. Oui, mais ces personnes-là ont été informées la veille. Et dans le fond, qu'est-ce qui vous gêne? Parce que vous avez parlé de trahison. Pourquoi vous n'êtes pas adressé directement au facilitateur général, Chergueï, le docteur Chergueï, en lieu et place d'une lettre publique adressée au président de la République? Mais le bureau du dialogue, avec à sa tête le facilitateur général, je pense qu'aurait dû, comme ce bureau lui-même a indiqué au moment de la clôture que c'est un rapport provisoire, avant de le rendre définitif, de consulter l'ensemble des parties prenantes pour s'assurer que les conclusions qui sont dans le rapport à remettre au chef de l'État correspondent aux accords qu'il y avait eu. Parce que ces accords-là, nous les avons notés. Et je cite seulement un accord. Le rapport dit qu'il y a un point d'accord sur le basculement automatique des primo-électeurs. Et ça, c'est un document de consensus que moi-même j'ai proposé à la majorité, à leurs représentants, en leur disant que le basculement automatique ne peut pas le faire. Parce que nous ne sommes pas dans un pays où le vote est obligatoire. C'est le citoyen qui décide d'aller s'inscrire ou non sur le fichier électoral. C'est le citoyen qui décide d'aller voter ou non. Maintenant, comme nous avons eu un accord pour mettre en place un dispositif permanent d'inscription sur le fichier électoral, ce qu'on va faire, c'est que le jeune électeur, quand il va chercher sa carte nationale d'identité, qui est la pièce requise pour s'inscrire dans le fichier électoral, on l'informe de son droit qu'il y a de s'inscrire tout de suite. En sachant que l'inscription est permanente, donc il peut quitter le commissariat de police ou la gendarmerie et aller tout de suite dans le dispositif d'inscription permanente pour s'inscrire, s'il le souhaite. Donc, et ils ont dit dans le document qu'il y a un basculement automatique, il y a un accord. Il n'y a pas d'accord sur ça. Et aujourd'hui, vous vous attendez à quoi après la publication de cette lettre? Ce que nous souhaitons, c'est que le système démocratique du Sénégal a cette particularité d'avoir été bâti sur le consensus. Depuis 1992. Ce n'est pas trop tard. Je pense que nous avons demandé au président de mettre en place un comité de suivi des conclusions du dialogue, de concertation autour des textes qui doivent être préparés. En ce moment-là, on pourra revenir sur toutes ces questions-là. Un arrêté a été pris d'ailleurs. Un arrêté a été pris pour mettre en place, pas un comité de suivi, mais un comité de rédaction des textes. Il y aura des sessions élargies. Est-ce que les discussions peuvent se poursuivre? Oui, les discussions peuvent se poursuivre parce que ce sont des questions... Donc rien n'est encore figé? Non, rien n'est figé. Enfin, c'est l'appel que nous faisons au président, qu'il se mette dans sa posture, de chef de l'État qui écoute tous les Sénégalais et qui prend la meilleure décision pour notre pays. Alors, Serigne Mbaye Thiam, vous avez participé à ce dialogue en tant que membre du Parti socialiste et tout le monde s'est interrogé sur la responsabilité de ses dirigeants dans l'affaire de l'immeuble du HCCT, vous le savez, acquis par l'État en 2024. De 2014 à 2024, l'État a continué, c'est le président de la République qui nous l'apprend à la stupeur générale. Donc l'État a continué à payer des loyers pour un bien qui lui appartient avec un préjudice estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Rappelons que le HCCT a été dirigé par feu Ousmane Tanor Dieng et l'actuel secrétaire général du parti, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Est-ce que votre formation politique n'a pas quand même une responsabilité dans cette affaire? Non, pas du tout. D'abord, il faudra préciser qu'il y a une discordance au niveau des dates. Le président a dit que cet immeuble-là a été acquis depuis 2014. Et de 2014 à 2024, on a payé des loyers alors que l'immeuble appartenait à l'État. Je rappelle
que le Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, dérive du référendum de mars 2016. C'est en 2016 que le HCCT a été institué dans la Constitution. Les élections pour le HCCT ont lieu en septembre-octobre, je crois, et c'est en novembre que le HCCT a été installé. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'un immeuble a été acheté pour le HCCT depuis 2014. Ça, c'est le premier élément Non, il a dit qu'il faut clarifier. L'immeuble que le HCCT occupe. Occupé, L'immeuble voilà, existe voilà. depuis. Voilà, c'est Oui. ça. Donc, mais il faut préciser ça, parce Oui. que le HCCT a été installé en novembre 2016 au centre de conférence Abdou Diouf par le président Macky Sall. Oui. Bon, maintenant, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce soit le HCCT, que ce soit un autre organe de l'État, Oui. un ministère même, Oui. Qui occupait Qui occupe- l'immeuble avant le HCCT. oui, oui, Oui. quel que soit le cas d'une institution de l'État ou d'un ministère, ce ministère technique n'a pas à signer de bail et n'a pas à acheter un immeuble. C'est d'autres services de l'État qui signent un contrat de l'équation Oui. ou bien qui achètent un immeuble Oui. et on dit au ministère de l'eau et de l'assainissement, que j'ai occupé par exemple, ministère de l'Éducation, on vous a trouvé des locaux ici. Vous ne pouvez pas contracter pour signer un contrat de location. En d'autres Aucun termes. ministère Oui. ne contracte pour signer un contrat de location. Donc, nos dirigeants, que ce soit Ousmane Tanor Dieng ou Aminata Mbengue Ndiaye, qui ont occupé la tête du HCCT, sont totalement étrangers aux transactions ou bien aux contrats de location qu'il y avait. Oui, mais vous étiez dans le gouvernement. Oui, je suis dans le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Comment non, on a je ne pu sais pas, parce que moi, arriver je l'ai- à cette situation? je l'ai Parce que découvert. c'est le président qui l'a dit. Oui, Donc oui, il c'est ne le peut président pas qui l'a dit. dire des choses comme ça. Il a forcément des preuves. Absolument, absolument. Certainement, il a des preuves. Oui. Certainement qu'il a des preuves. Mais vous avez vu que les informations qui ont circulé après disent que cet achat a eu lieu en 2018, y compris des gens de la majorité qui ont donné d'autres dates. Donc, en tant que personne responsable, il faut attendre d'avoir tous les éléments du dossier pour pouvoir apprécier. Est-ce que Mais maintenant, vous avez un avis? Parce qu'on a beaucoup parlé Non, du problème de gouvernance Oui, du président Macky Sall. Et Absolument. ça, c'est quand même quelque chose de factuel. oui, c'est pourquoi je vous dis, il faut attendre d'avoir tous les éléments. Mais dans tous les cas, si cette situation est avérée, ça veut dire que pendant une période, on a acquis un bien. Et pendant cette même période, on a continué à payer un loyer sur le bien. C'est de la négligence ou bien c'est une faute? C'est pire qu'une faute. Oui. C'est un détournement. Non, on ne sait pas. On ne sait Ah, pas. si, quand même, que- c'est le président. non, C'est non. c'est le président de la République qui le Oui, dit. oui, mais je veux vous dire, doutez de sa bonne foi? Non, non, je ne dis pas que le président n'a pas dit, n'a pas qualifié cela. Oui, il n'a pas qualifié. Il mais, n'a pas qualifié. mais les faits parlent d'eux-mêmes. Ce que je veux dire, Oui. Chérif, ça peut être des problèmes de coordination entre services. Moi, j'ai exercé des fonctions, ça Ouais. peut être des problèmes de coordination. Maintenant, Oui. si sciemment Oui. une personne a dit on a acheté l'immeuble, mais je continue à payer des loyers, Oui. ça me paraît tellement gros, Absolument. parce que personne ne peut imaginer que ça ne sera extrêmement pas grave. découvert. C'est extrêmement Personne- grave. Et puis le préjudice, Non, quand non. même. Mais je veux dire, personne ne peut imaginer Oui. que ça ne sera pas découvert. Donc, c'est soit un problème de circulation d'informations entre des services de l'État. Oui. Maintenant, si c'est délibéré pour pouvoir capter des ressources, c'est une chose extrêmement grave, bien sûr. En janvier dernier, pour rester toujours sur le Parti socialiste, vous avez appelé à l'unification des socialistes, à l'image du congrès d'Épinay de 1971 en France, dans un contexte ici au Sénégal où l'opposition, je le disais en début d'entretien, peine quand même à exister face au PASTEF qui peu ou prou bénéficie encore d'une certaine opinion favorable. Pensez-vous que le salut peut venir du passé? Non, le salut ne peut pas venir du passé. Oui. Le salut ne peut venir que de l'avenir, du futur. Mais ce futur appartient à ceux qui aujourd'hui gèrent le Parti socialiste, qui doivent se projeter sur l'avenir. Le Parti socialiste, c'est le passé aussi, Serigne Mbaye Thiam. C'est le passé en termes d'exercice du pouvoir. Dans tous les pays du monde, Oui. il y a une règle générale Il n'y a en pas politique. d'animation aujourd'hui, Oui, il n'y a oui. pas d'activité. Mais c'est Le parti prêcher ne un vit convaincu. pas. Oui. Vous prêchez un convaincu. Bien sûr. Parce que je l'ai dit dans l'appel que j'ai là. Absolument. Dans le texte que j'ai fait le 5 janvier, j'ai indiqué que le Parti socialiste doit être reconstruit. Oui. Je n'ai même pas parlé de relance ou bien de remobilisation. Oui. J'ai parlé de reconstruire le Parti socialiste.
Parce que le Parti socialiste est un parti qui a exercé le pouvoir pendant 40 ans et qui n'a jamais fait sa mue de parti au pouvoir en parti d'opposition. Oui. Nous avons continué Oui. à nous comporter comme si nous étions toujours au pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de reconstruction du point de vue des règles de fonctionnement et d'organisation du Parti socialiste, du point de vue de ça, d'une nouvelle offre politique à proposer, et pour être en phase aussi avec l'instantanéité de la gestion de l'information. Même si cet appel n'a pas connu un franc succès, hein, parce que vous l'avez fait en janvier, on a vu quand même l'émiettement qui continue. Barthélémy Dias, par exemple, qui était un enfant du parti et un parti créé son mouvement, donc qui quitterait donc Khalifa Sall. Aujourd'hui, il n'y a rien qui annonce des retrouvailles de la famille socialiste, même au sens large. Hein. Les dynamiques politiques, ce ne sont pas des dynamiques que l'on décrète. C'est le mouvement social qui amène les forces sociales et politiques à se retrouver. À mon sens, il faudrait travailler pour qu'il y ait des plages de concertation, mais que les retrouvailles puissent se faire 2027-2028 à peu près. En ce moment-là, on peut être en maturité de pouvoir nous retrouver. On verra bien. Venons-en à l'épineuse question de l'assainissement. La ville de Touba a connu des inondations suite aux fortes précipitations du 2 août dernier. C'est une situation que nous avons subie à Evenprod puisque nous étions dans cette zone pour le besoin d'un reportage durant ces précipitations. La situation s'est améliorée. Comment jugez-vous, en tant que quelqu'un qui a occupé ce département durant 5 ans quand même, comment jugez-vous la gestion de ce secteur aujourd'hui? De façon générale, l'assainissement est très complexe, surtout en période d'hivernage. Notre pays a toujours été dans un programme de rattrapage. Et puis, en plus de ça, on assiste à une imperméabilisation croissante des sols. Aujourd'hui, vous n'entendez pas parler d'inondation dans des villages reculés parce qu'il n'y a pas un niveau d'imperméabilisation des sols avec des constructions en dur ou bien des routes en pavé ou bien des routes goudronnées qui font que l'eau ne s'infiltre pas. Donc, à Touba, c'est exactement le même problème qui se pose. Touba a grandi. L'urbanisation rapide est souvent non contrôlée. Non contrôlée. Et en plus de ça, à Touba, les premiers réseaux d'assainissement d'eau pluviale datent de 2003 avec le président Wade qui avait fait installer une station de pompage. Touba a connu beaucoup de retard. Voilà, beaucoup de retard en matière d'assainissement. Absolument. Aujourd'hui, le programme qui a été inauguré par le Premier ministre à Nguélémou est un programme dont j'ai obtenu le financement en 2022 quand j'étais ministre de l'eau et de l'assainissement. Les travaux ont démarré en 2023. Là aussi, c'était un programme, je peux dire, d'urgence. Parce qu'on venait d'assister à des inondations autour du bassin de Kernian, qui est le premier bassin qui a existé dans Touba. Et il fallait créer un autre bassin. Je dois dire que le bassin de Nguélémou, à l'origine, nous, on l'avait positionné à Ngiranen. Parce que Ngiranen, à Touba, est le point bas. Mais il y avait des difficultés de libération des emprises. Avec les gens qui étaient là-bas, les populations ne voulaient pas qu'on libère. Il a fallu l'intervention du chef religieux pour qu'on obtienne des populations de Nguélémou, qu'elles puissent libérer les emprises contre dédommagement. Et le dédommagement a été géré en 2023 en relation avec le gouverneur et le préfet. C'est un programme de 23 milliards. Je vais vous dire une chose. Allez-y. À l'époque, quand on avait demandé à des entreprises de faire les travaux de Touba, on a reçu une proposition de plus de 100 milliards pour traiter tout le reste. Parce que 23 milliards, c'est une étape seulement. 23 milliards, c'est seulement pour Nguélémou. Hein. Oui, c'est pour Nguélémou, enfin, pour Nguélémou et Kernian, je vais vous dire. Les 23 milliards devaient permettre de créer un bassin annexe à Kernian. À Kernian, on a fait déguerpir 14 maisons sur 1 hectare et on a créé un bassin complémentaire à Kernian. Les 23 milliards aussi devraient permettre de créer un dalo entre le bassin de Kernian et le bassin de Nguélémou. Pour que si jamais à Kernian on a un trop-plein, qu'on puisse ouvrir une vanne pour que l'eau puisse se déverser sur le bassin de Nguélémou. Les 23 milliards aussi ont permis à Touba d'avoir 8 km de dallo. Les dallos, c'est du béton qu'on a mis sous terre, de 3 mètres de largeur sur 2 mètres de hauteur. Une voiture même peut passer dessus.
Moi, en visitant le chantier, j'étais debout dans les dallos, qui sont enterrés, 8 km de dallos. Et c'est construire aussi la station de Nguélémou et en même temps tirer des tuyaux sur 7 km entre Nguélémou et le bassin exutoire de Keur Kab. C'est ça les 23 milliards. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est cet ouvrage qui a été inauguré, mais ça ne règle pas vraiment le problème de Touba. Ça règle un bassin versant. Oui. Lorsque nous avons fait le plan directeur d'assainissement des eaux pluviales, nous avons identifié 23 bassins versants. Les bassins versants, c'est les voies naturelles d'eau, là où l'eau quitte en hauteur pour se retrouver à un point plus bas. À date, nous avons traité 4 bassins versants. Ça veut dire que ce problème-là peut se reproduire l'année prochaine. Pas à Kernian et à Nguélémou. Ce qui s'est passé à Kernian et à Nguélémou, il y a de la négligence. Parce que quand le week-end là, c'est de la négligence. Le week-end du 2 août. Dans l'exploitation, c'est de la négligence. Surtout Kernian. Parce que Kernian, les pompes n'ont pas été déclenchées. Je ne comprends pas pourquoi les pompes n'ont pas été déclenchées à Les Kernian. pompes inaugurées ce week-end-là. Non, à Kernian, on a renouvelé des pompes. Avec un tableau électrique. Quand on sent qu'il va pleuvoir, on doit déclencher les pompes. Quand on déclenche les pompes, l'eau va venir de façon gravitaire dans le bassin et les pompes vont pomper l'eau pour l'amener au niveau des bassins de Darou Rahman et de Pofdi, qui sont aussi des bassins exutoires en dehors de Touba. Les pompes n'ont pas été déclenchées. C'est ça qui fait qu'il y a eu un refoulement de l'eau au niveau de la mosquée, au niveau de la résidence de Serigne Touba. Il y a de la négligence, je crois, dans l'exploitation. Pour régler ce Je n'ai problème. pas compris aussi pour Nguélémou, pourquoi aussitôt que le Premier ministre est parti, nous avons arrêté le pompage. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre le bassin de Kernian, le bassin annexe de Kernian, le bassin de Nguélémou et les bassins de Darou Rahman et de Pofdi et de Keur Kab qui sont en dehors de la ville de Touba. Vous l'avez dit, ce qu'il faut, c'est une solution structurelle. Parce que tout ce que vous dites là, c'est quand même conjoncturel. Touba, j'ai fait une petite démonstration, si vous le permettez. Allez-y. Touba, c'est 120 km². 120 km², lors des dernières pluies, vous avez dit 139 mm de pluie. 139 mm à Touba. Moi, j'ai entendu le soir même 143 mm. C'est ça. Si vous avez 143 mm, quand on dit qu'une pluie, c'est 143 mm, ça veut dire, pour que ce soit compris par tout le monde, c'est 143 litres d'eau qu'on verse sur 1 m². C'est ça que ça veut dire. Si vous avez une pluie de 143 mm sur 120 km², c'est 17 160 000 m3 d'eau. Le bassin de Darou Rahman, qui est un bassin exutoire, ça veut dire un bassin de stockage permanent, il fait 260 m3. Le bassin de Pofdi, extérieur à Touba aussi, il fait 600 000 m3. Keur Kab, c'est une ancienne carrière qui fait 60 hectares qu'on avait identifié quand j'étais ministre pour en faire un autre bassin. 60 hectares, si vous avez une hauteur d'eau de 3 mètres à peu près, c'est 1 800 000 m3. Au total, vous avez 2 600 000 m3. Si vous avez 17 millions de mètres cubes qui tombent à Touba, avec un taux d'infiltration de 20%, il va vous rester peut-être 13 millions de mètres cubes. On est loin du compte. Vous ne pouvez pas les faire absorber. Sauf si maintenant, l'État met en place un programme intégré. Et c'est ça la deuxième étape. Un programme intégré qui fait que les bassins de Keur Kab, ces bassins tampons-là, ces bassins exutoires qui recueillent l'eau de stockage, sont utilisés pour de l'agriculture. En ce moment-là, il y a une utilisation de l'eau. Sinon, moi je pense que si nous voulons aller vers le long terme, Touba est dans le bassin versant des fleuves du Sine et du Saloum. Quand toutes ces villes n'existaient pas, l'eau qui venait de Touba allait vers les fleuves Sine et Saloum. Ce qu'il faudrait, comme on l'a fait ici dans la banlieue dakaroise, il faudra nécessairement, à mon sens, faire déguerpir des populations et restaurer les voies naturelles d'eau. Et je pense que c'est vers ça qu'il faudra s'orienter. En attendant, il faut faire des programmes d'urgence pour régler les... Oui, mais les programmes d'urgence, vous aviez même... il faut sortir justement de ces programmes, Serigne Mbaye-Thiam, parce que mais vous aviez même créé un plan décennal. Entre 2012 et 2022, l'État a investi près de 718 milliards sur des ouvrages, dans la construction d'ouvrages et de stockage des eaux pluviales. Mais le problème reste entier. Oui,
là où ça a été investi, Oui. les problèmes d'inondation ont été réglés. Je vais vous dire que après ce plan décennal qui a expiré en 2022, C'est ça. le ministère avait élaboré un deuxième plan décennal. Oui. Et ce plan décennal-là se montait à peu près à 1400 milliards de francs CFA. Donc, il faut des solutions d'urgence pour Touba, pour contenir pendant 2 ans, 3 ans. Et pour tout le Sénégal Et aussi. en même temps, pour tout le Sénégal. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des... par exemple, quand je prends l'exemple de Kermassar, les inondations qu'on avait, on n'en entend pas plus parler actuellement parce que ça a été traité. Et on est en train de prendre des solutions qui sont basées sur la nature. Alors, Et je voudrais aussi manifester mon soutien et ma solidarité Oui. à toutes les familles qui ont été victimes de ces inondations-là, parce que je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur Oui. qu'on sort de sa maison et qu'on voit l'ensemble de ces meubles-là être endommagés par ces pluies. Donc je voudrais manifester ma solidarité à toutes les familles qui ont été touchées. Et précisons que la situation est revenue relativement à la normale, hein, puisque tout ce que nous disions s'est déroulé durant le week-end du 2 août dernier. La situation aurait pu ne pas en arriver là Oui. s'il n'y avait pas des négligences. Toute autre chose, Serigne Mbaye Thiam, le Sénégal a signé un contrat renégocié avec le groupe Aqua Power pour la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer de la Grande Côte. Et ce n'est pas une surprise pour vous. Nous avons eu cet échange dans un autre cadre et vous étiez catégorique pour vous. Le Sénégal n'avait pas le choix, l'État allait signer ce contrat. Sur quoi vous vous basiez réellement? Mais je me suis basé sur le schéma directeur d'approvisionnement en eau qu'on appelle du triangle Dakar-Thiès-Mbour, qui est une zone qui concentre 80% de la consommation en eau. Lorsque nous avons fait ce schéma directeur, des besoins en eau étaient clairement identifiés à l'horizon 2030, à l'horizon 2035, Oui. y compris à l'horizon 2050. Et dans le plan de production pour faire face à ces besoins en eau, on avait positionné une usine de dessalement sur la Grande Côte, Oui. vers la zone du Lac Rose. Et pourquoi on l'a fait? Oui. Pour 3 objectifs. Oui. L'usine, pour préciser, devait produire 400 000 mètres cubes jour. En 2 phases. Oui. 200 000 mètres cubes jour dans un premier temps, dans une première phase. 200 000 mètres cubes jour dans une deuxième phase. Pourquoi nous l'avons fait? 3 objectifs. Le premier objectif, c'est augmenter la production d'eau. Le deuxième objectif, c'était diversifier les sources d'approvisionnement en eau. Et troisième objectif, c'était préserver les nappes souterraines que nous avons. Et au vu de ces 3 objectifs, je ne voyais pas un gouvernement responsable qui allait renoncer à cette usine de dessalement. Oui, mais... Donc, moi, je me réjouis Oui. que l'État du Sénégal ait signé ce contrat-là. Et je félicite le président de la République, je félicite le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Oui. d'avoir finalement compris que ceux qui étaient là n'agissaient que dans le cadre de l'intérêt de notre pays. Oui, mais le gouvernement responsable a fait mieux que vous, c'est-à-dire ils ont renégocié. Le ministère a même publié un tableau comparatif de l'ancien et du nouveau contrat avec plusieurs avantages pour notre pays, dont un allègement financier pour l'État de 20 milliards à 17 milliards de francs CFA et une baisse du prix de l'eau de 9%, passant de 427 à 389,8%. Cher Tidiane Dièye a-t-il mieux défendu les intérêts du Sénégal mieux que vous, Serigne Mbaye Thiam? Bon, moi, je me souviens un peu de mes leçons de mathématiques quand j'étais au primaire. Oui. On nous disait que si vous voulez comparer 2 fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Oui. C'est ça qu'on nous disait, non? Oui. Voilà. Vous étiez certainement mieux en maths que moi. Voilà. En tout cas, c'est ça qu'on nous disait. Oui. Sinon, vous ne pouvez pas les comparer. Oui. Alors là aussi, si on veut comparer les 2 projets, il faut les comparer à périmètre égal. Dans le contrat actuel, le périmètre a changé. On leur a donné 400 000 mètres cubes d'eau à produire et on leur a donné 300 mégawatts de centrales solaires. Oui, c'est un doublement de la capacité. Oui, c'est un doublement de la capacité. Maintenant, ce qu'il faut retenir, Oui. c'est qu'aujourd'hui, le parc de production indépendante d'énergie pour notre pays, à l'heure où je vous parle, d'énergie renouvelable, c'est 223 mégawatts. Ça veut dire que Aqua Power, à lui seul, on lui a donné une capacité de production
et de vente d'énergie supérieure à tous les producteurs indépendants d'énergie qui se sont installés jusqu'à présent au Sénégal. Les plus grandes centrales que nous avons aujourd'hui, c'est les centrales de Tambacounda, je crois, et de Kolda, qui sont à 50 000 ou 60 000 mégawatts. Oui. Les autres, c'est des 20 mégawatts, et ainsi de suite. Mais donc, moi, je pense qu'Aqua Power, ils ont été très habiles. Ils ont élargi le gâteau pour avoir à la limite une marge qui est supérieure à la marge qu'ils devaient avoir s'ils s'étaient limités aux 400 000 m3 et à seulement 150 mégawatts utiles pour alimenter leur énergie. Oui. Donc, on n'est pas dans le même périmètre. Vous leur avez donné un business complémentaire. Ce business complémentaire-là dégage une marge. Cette marge peut être utilisée pour faire baisser le prix de l'eau. Et je dois dire, moi, je me réjouis et je félicite. Tout à l'heure, j'ai félicité le président et le gouvernement, notamment mon successeur, pour avoir compris que ce projet était utile et pour pouvoir avoir négocié. Oui. Je voulais féliciter aussi les techniciens, parce qu'on est dans la continuité de l'État. Oui. Et même les personnes qui ont négocié, parce que moi, quand j'étais ministre, j'étais entouré de gens. Oui. Le ministre ne prend que les décisions techniques, enfin les décisions politiques d'opportunité. Oui. J'étais entouré de gens. Et je suppose, et je peux même parier, que 3 personnes que j'avais dans l'équipe technique ont participé à cette renégociation. Oui. Il s'agit de mon conseiller technique, Amadou Diallo, qui est un homme compétent dans l'analyse, vraiment. Et de Adandaou, qui est le coordonnateur technique de la SONES, qui faisait partie de mon équipe de négociation et qui était dans la renégociation, je parie qu'ils y étaient. Oui. Et de Abdounia, qui était aussi mon conseiller technique à l'époque, qui est un cadre compétent. C'est eux qui l'ont conduit. Donc, l'un dans l'autre, on se rend compte que nous tous, on est dans les intérêts du Sénégal. Vous disiez la même chose. Et je vais vous faire une révélation, si vous le permettez. Allez-y. Donnez-moi 1 minute. Allez-y. Je vais vous faire une révélation. C'est pour vous montrer que... Parce que moi, je peux comprendre qu'on dise, OK, on a fait mieux. Mais si on veut installer dans la tête de l'opinion que les gens qui étaient là, ou en tout cas le ministre qui était là, n'a pas défendu les intérêts du Sénégal, ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que j'ai fait mes humanités au Prytanée militaire de Saint-Louis, quand j'avais 12 ans. Ce qu'on nous apprend dans le milieu militaire, c'est d'abord d'honorer le drapeau de son pays, d'honorer la devise de son pays et de servir la patrie à cet âge-là. Et le contrat a été signé le 27 mars, je crois. Oui. En tout cas, c'était après l'élection. Après l'élection présidentielle. Je vais vous donner la primeur d'un courrier, un mail, que j'ai envoyé au négociateur en chef de Aqua Power à l'époque. Les Saoudiens. Je lui ai envoyé ça le 22 mars. On était bloqués dans les négociations, il subsistait encore des divergences. Et ce mail-là, j'ai fait ampliation à Charles Fall à l'époque, DG de la SONES, à Adandaou, dont j'ai parlé, certainement qui était dans la négociation encore, dans la renégociation, à Abdounia, actuel DG de la SONES, et à Amadou Diallo, dont je parle, qui était dans la négociation. Et ce mail fait entrevoir qu'on défend les intérêts du Sénégal. La personne à qui j'ai envoyé ça, quand vous regardez la photo autour du président, c'est celui qui était, quand vous avez la photo en face, c'est celui qui était la photo officielle de la signature. Voilà. Je lui disais ceci, il s'appelle Mohamed. Je lui disais l'objet, projet de Grande Côte de dessalement, finalisation. Je lui ai envoyé ça le 22 mars, 5 jours donc avant la signature. Bonjour Mohamed, je vous remercie pour la diligence et pour tout le temps pris pour faire avancer le dossier de partenariat public-privé de l'usine de dessalement de la Grande Côte. Comme noté lors de la réunion que j'ai présidée hier, parce que la veille j'avais présidé une réunion, il subsiste des points de divergence et d'autres à clarifier. Ce projet va au-delà d'une simple relation d'affaires entre 2 entreprises, SONES et Aqua Power. Ce projet entre dans le cadre plus global de l'extension et de l'approfondissement de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Sénégal. À ce titre,
il a été initié et porté par les plus hautes autorités des deux pays. C'est pourquoi, au-delà des références solides de Aqua Power dans le domaine du dessalement, c'est cette volonté politique commune qui a justifié le recours à la procédure dérogatoire d'entente directe. Ce choix de procédure dérogatoire d'entente directe voudrait qu'Aqua Power puisse confirmer et garantir à la partie publique sénégalaise que ce qu'elle, Aqua Power, propose est en ligne avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Dans ce projet, le Sénégal et Aqua Power partagent un risque de réputation si jamais il y a par la suite des benchmarks qui notent des manquements. Ce risque de réputation est plus accentué pour le Sénégal compte tenu du contexte politique et électoral actuel. Cette garantie de Aqua Power doit être au moins un engagement moral qui pourrait être consigné dans le préambule du contrat. Cela donnerait à la partie publique sénégalaise plus de confort à signer le contrat avec la compréhension mutuelle que s'il y a par la suite une préoccupation valable de risque ou de conformité juridique ou de réputation, les parties sénégalaises et Aqua Power conviendront de bonne foi de renégocier, je n'ai pas dit de réviser, de renégocier pour l'adresser. C'est dans cet esprit que le contrat pourrait être finalisé dans les meilleurs délais. Cordialement, signé Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement du Sénégal. Ça veut dire que... Quelqu'un qui envoie ce courrier, on peut le soupçonner de ne pas défendre les intérêts du Sénégal. Et je dois vous dire que ce message que j'ai envoyé, lors de la passation de service avec mon successeur, Cheikh Tidiane Dièye, devant les inspecteurs généraux d'État qui supervisaient la passation, je lui ai lu ce courrier-là. Donc, dans le contrat qui a été signé, on avait prévu des mécanismes de négociation, de renégociation ou de révision. Parce que dans un contrat PPP, même dans le contrat là qui est signé, Aqua Power peut dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, revenir voir le gouvernement du Sénégal pour lui dire que j'ai fait le tour pour le closing financier, mais il subsiste des risques que les financiers ne veulent pas supporter. Oui, mais juste une question, s'il vous plaît. Donc c'est ça un contrat PPP. Il n'est pas figé. Et quand vous avez dit aussi, quand je suis venu vous voir, je crois ici en janvier, je vous avais dit, 1, ils sont obligés, ils vont renégocier. J'avais dit 2, il y a 3 leviers de négociation qui sont déjà prévus, qu'ils peuvent activer. 1, c'est jouer sur l'énergie. S'ils décident de donner plus d'énergie à Aqua Power, de lui donner plus de gâteaux, Aqua Power peut réduire son prix. 3, le financement. On a dit, l'Arabie Saoudite, les autorités l'ont porté. Une fois qu'on a signé, on s'adressera à l'Arabie Saoudite pour avoir une part de concessionnalité dans le financement qui est plus importante. Cette part de concessionnalité, il était prévu que ça allait être répercuté sur le prix de l'eau. 3, on a dit, si on lance un appel d'offres pour avoir l'usine, à l'époque c'est ça qui était, si on lance un appel d'offres pour le prix de l'usine, qui était évalué à 459 milliards, si ça baisse de 2% ou 2,5%, je ne me souviens plus, c'est Aqua Power qui prend la marge. D'accord, la baisse. Si ça baisse entre 2% et 8%, Aqua Power prend 50% de cette marge, la partie sénégalaise prend 50%. Si ça baisse au-delà de 10%, la partie sénégalaise prend la totalité. C'était un signe de blocage. Parce que le DG de la SONES est venu me voir en disant qu'ils veulent que quand l'appel d'offres va baisser, que la SONES prenne tout. Je lui ai dit, mais si vous le faites, Aqua Power qui va lancer l'appel d'offres n'a aucun intérêt pour que le prix baisse. Si vous êtes en business, c'est Aqua Power qui lance l'appel d'offres. Pour que Aqua Power ait intérêt à faire toutes les diligences pour avoir un prix d'appel d'offres qui est inférieur au prix qui est posté dans l'offre. Il faut leur dire que si ça baisse d'une certaine façon, vous avez un intérêt, soit qu'on partage. Et finalement, c'est ça qui a été retenu. Ils ont mis d'autres baisses. Voilà, c'est ça que je voudrais dire sur cette affaire-là. Mais pour moi, c'est le Sénégal qui a gagné, c'est l'État du Sénégal qui a gagné. Il faut s'en réjouir et féliciter tous ceux qui ont travaillé avant et ceux qui ont travaillé après. Féliciter le président Macky Sall qui a eu cette vision
de dire il faut une usine de dessalement ici et féliciter ces gens qui finalement ont compris, qui ne se sont pas enfermés parce qu'au début, ils ne parlaient pas de négociation. Ils ont dit que le projet est abandonné. Ça ne correspond pas à leurs priorités. Oui. Et c'est le grand transfert qu'ils vont mettre en œuvre. Maintenant, s'ils reviennent à d'autres décisions, il faut les en féliciter et s'en réjouir pour notre pays, pour le Sénégal. Ce contrat a été signé 3 jours après l'élection présidentielle. Comment se fait-il? Mais moi, je suis totalement d'accord pour qu'on le signe. Parce qu'un État ne vit pas au rythme des élections. Jusqu'à la veille, jusqu'au 1er avril, le président de la République pouvait prendre des décrets et des mesures. Maintenant, il est de... C'est moralement acceptable qui engage quand même le pays. La preuve, ce contrat a été renégocié. Bien sûr, oui, mais ça a été renégocié. Mais fondamentalement, le contrat n'a pas été remis en cause. Et on se rend compte donc que le président l'avait fait dans l'intérêt du Sénégal, qu'il avait signé ce contrat-là. Il l'avait fait dans l'intérêt du Sénégal. Jusqu'à la veille, si on est républicain, et on dit que notre pays doit fonctionner même en cas de période électorale. Oui. Jusqu'à la veille de la passation du pouvoir, on peut signer. L'autre question... Les États-Unis, qui est une très grande démocratie, jusqu'à la veille, le président Biden, il a signé des décrets et des actes exécutifs. C'est ça un pays. L'autre question d'actualité, c'est le plan de redressement annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il a pour objectif de mobiliser plus de 5 600 milliards sur la période 2025-2028, tout en ramenant le déficit budgétaire à 3% du PIB. D'abord, quelle est votre appréciation globale de ce plan et de son efficacité, sa pertinence? J'ai eu 2 problèmes. C'est un problème de cohérence et d'articulation avec les autres outils de planification qui ont été annoncés. C'est le premier problème que j'ai. Le deuxième problème que j'ai, c'est que quand j'ai entendu l'exposé, je me suis dit, mais ce n'est pas un programme de redressement économique, c'est un programme de stabilisation financière, ou bien c'est un programme de redressement budgétaire. Parce que tout ce qui a été annoncé, c'est du financier, c'est du budget. On va lever des taxes, on va recycler des actifs. C'est tout ce qui a été annoncé. Donc ça, c'est plutôt une orientation budgétaire. J'y pense encore plus parce que lorsque le plan a été exposé, si on est dans une démarche économique, on doit dire aux Sénégalais que ce plan va nous permettre de créer de tant d'emplois, va avoir ses impacts économiques. Je cite seulement un exemple. Le Premier ministre dit qu'on va avoir une réforme sur les terres agricoles. Pour permettre aux paysans d'avoir un titre qui leur permet de lever des financements pour essayer de financer leur activité agricole. Dans le principe, c'est une bonne chose. Mais si on est dans une vision économique, ce n'est pas le fait de vendre la terre pour avoir des ressources qui est important. Ce qui est important au plan économique, c'est de dire, nous avons tant de kilomètres carrés de terre qu'on pourra vendre. Si nous les vendons, les agriculteurs peuvent aller lever des fonds. Lorsqu'ils vont lever des fonds, voilà l'impact que ça va avoir sur notre PIB, voilà l'impact que ça va avoir sur le nombre d'emplois créés, voilà l'impact que ça va avoir sur notre autosuffisance alimentaire. Là, on est dans l'économie. Mais sinon, on est seulement dans la recherche de fonds. Je cite un autre exemple. Le Premier ministre dit, bon, on va faire passer l'âge des véhicules qu'on peut importer de 8 ans à 10 ans. Mais quand vous le dites, vous en tirez des conséquences au plan économique, pas seulement financier. Parce que là, vous êtes en train de dire seulement, OK, on va avoir des recettes douanières complémentaires. Mais vous allez avoir des recettes douanières complémentaires pour des véhicules qui vont coûter 3 millions. Mais vous allez avoir des pertes de recettes douanières pour des véhicules neufs. Parce que si vous l'autorisez, vous baissez le chiffre d'affaires des concessionnaires qui vendent des véhicules neufs. Premier élément de raisonnement économique global. Deuxième élément de raisonnement économique global. À Dakar, avant qu'on ne lance le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, les études avaient montré que les embouteillages coûtaient 100 milliards en économie. Les 100 milliards, ce n'est pas 100 milliards que l'État sort. C'est les gens qui perdent leur temps dans les embouteillages. Embouteillages, tout à fait. Mais aujourd'hui, à Dakar, on a des problèmes pour circuler. Si vous amenez ces véhicules supplémentaires-là,
sans pour autant raisonner sur le plan de mobilité urbaine qui permet d'absorber ce trafic complémentaire. Vous allez amener des véhicules, vous allez avoir des embouteillages qui ont un impact économique et qui sont des pertes de recettes. C'est cette vision holistique économique que je n'ai pas vue dans le programme. Que vous n'avez pas vu dans le programme. Alors, le FMI, vous en parlez, donc une mission est attendue dans la dernière décade de ce mois. Tout le monde s'accorde à dire maintenant qu'un accord est impératif. Quel est votre avis sur ce sujet? Oui, c'est impératif parce que, vous savez, les partenaires financiers internationaux, chaque partenaire ne peut pas, au moment de prêter de l'argent à un pays, venir faire toutes les diligences pour contrôler si le pays est en bonne santé financière, est capable de rembourser, et ce programme-là est pertinent. C'est le FMI qui s'en charge. Les gens l'ont délégué au FMI. Tout à fait. Et le FMI, ce n'est pas seulement vis-à-vis de nos pays. Le FMI fait les mêmes analyses pour la France, pour les autres pays. Rien ne justifie le retard du FMI dans le décaissement. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Et qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, parce que c'est eux qui ont déclenché cette situation-là. Parce que ils ont trouvé une situation après un rapport. Voilà, dès l'instant, mais ce rapport même n'est pas achevé. Parce que ça montre quand même que les choses ne sont pas aussi simples. Lequel rapport? Celui de la Cour des comptes ou de non, mais ce n'est pas achevé. Chérif, l'inspection des finances a fait un rapport en disant qu'il y a un surendettement de temps, de plus. Le déficit budgétaire est plus. D'accord? C'est ça? Non, c'est factuel ce que j'ai dit. C'est ça. La Cour des comptes est venue et a remis en cause ces chiffres-là. C'est factuel. Tous les chiffres. La Cour des comptes a dit que la situation est beaucoup plus grave. Oui, donc n'a pas abouti au même chiffre que l'inspection des finances. Et apparemment, ce qui se dessine, c'est que le cabinet Forcis Mazars a des chiffres aussi différents. Tout à fait. Là, on parle de déficit budgétaire de 14% et un encours de la dette représentant presque 120% du PIB. Mais donc, tant que ça, ce n'est pas réglé, le FMI ne peut pas partir. Le FMI doit partir sur de nouvelles bases. Le FMI est en train d'étudier actuellement le rapport de Mazars. Par contre, il y a un point sur lequel il a raison. Et vous vous souvenez, lors de l'émission qu'on a tenue par ailleurs, j'avais indiqué que, mais je m'étonne que la Cour des comptes découvre ça, je m'étonne que le FMI le découvre. Je l'avais dit. Le FMI envoie ici tous les 6 mois des experts. Les données macroéconomiques sont des données qui sont en corrélation. Si vous avez un taux d'endettement, ça a un rapport avec le taux d'investissement, ça a un rapport avec la croissance économique, ça a un rapport avec l'inflation, ça a un rapport avec les emplois créés. Le FMI ne peut pas découvrir ça. Donc, je suis d'accord là avec le Premier ministre que le Quand FMI, il dit qu'il ne peut pas venir chaque année et de ne pas voir des éléments aussi gros. Mais y compris la BCEAO. Y compris la BCEAO. Parce que la majeure partie du surendettement dont on a parlé, c'est le surendettement au niveau des banques nationales. C'est ça. La majeure partie. Absolument. Toutes les banques rendent compte des prêts accordés à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais comment sortir quand même de ce blocage? Moi, je pense que le Sénégal doit tout faire pour renouer avec les FMI, parce que le Sénégal a eu, quand le président Macky Sall était là, a eu un programme sans décaissement avec le FMI. Dans un premier temps. Parce que vous pouvez avoir un programme sans décaissement, où le FMI vient seulement donner l'onction pour la communauté internationale. L'ICPE. On l'avait eu ici. Donc on peut avoir un programme sans décaissement, mais qui donne l'onction. Donc, il faut le faire. Et il faut arrêter aussi de se fâcher avec tout le monde au plan international, de traiter des pays partenaires d'une certaine façon. Parce que, vous savez, les rapports entre les nations, c'est comme les rapports entre les êtres humains, entre les hommes. Dans leur carrière, quelquefois des hommes, ils ont un mentor, ils ont un soutien. C'est les mêmes rapports qu'il y a au niveau international. Bien sûr, dans le principe, l'ensemble des nations sont à égalité. Dans le principe, l'ensemble des nations sont à égalité. Mais les 5 doigts de la main là, il y en a qui sont, il y a un doigt qui est plus gros, l'autre qui est plus petit, l'autre qui est plus... Donc il faut tenir compte de ces éléments dans les rapports avec les gens. On a le droit quand même de revendiquer sa souveraineté. Bien sûr, il faut revendiquer sa souveraineté.
Mais on n'a pas besoin de le répéter tout le temps. Parce que si on le répète tout le temps, c'est comme si on a un complexe d'infériorité, de souveraineté. Vous pensez qu'on en fait On n'a pas besoin de le répéter. Qu'on en fait trop? Ursolenka disait le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Il tue sa proie et la mange. Oui. Voilà. On n'a pas besoin de dire qu'on est souverain. Oui. Mais sur ce dossier-là, donc je le répète parce que c'est extrêmement important quand même. Une mission est attendue dans la dernière décade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous vous attendez à quoi d'expérience? Moi, je pense qu'un accord peut être trouvé très rapidement? Je pense. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est s'entendre sur un plan d'ici 3 ans ou 4 ans pour ramener l'ensemble des agrégats économiques dans une situation bancale. Oui. On va parler de la justice. Le ministère a récemment déclenché une enquête sur les émeutes de mars 2021. Selon vous, quelle est l'importance de ce travail de mémoire et de justice pour la réconciliation nationale et comment le gouvernement doit-il garantir un processus équitable et transparent pour tous les acteurs? C'est de faire des enquêtes impartiales et d'aller au bout. C'est-à-dire? Parce que vous vous souvenez, Chérif, que moi j'ai été victime d'attaques. C'est vrai. On a attaqué ma maison. On a jeté un cocktail Molotov. En matière de droit pénal, l'assassinat et la tentative d'assassinat sont punis de la même façon. Oui, mais quand on jette le cocktail Molotov... Là, vous me parlez de dégâts matériels. Non, je ne parle pas de dégâts matériels. À côté, il y a quand même... Non, je ne parle pas de dégâts matériels. Oui, mais c'est important. Non, je ne parle pas. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a 80 morts. Non, attendez. Ça c'est une vie humaine. On ne peut pas comparer ça à autre chose. Absolument. Mais ce que je veux dire, quand vous avez un mur, vous jetez dans un salon un cocktail Molotov, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un? Si. Parce que vous ne savez pas s'il y a un malade, s'il y a une personne qui est à mobilité réduite. Donc c'est exactement pareil, je veux dire, la tentative d'assassinat. Et maintenant, ce qu'il faudrait effectivement, c'est qu'il y a des gens qui sont traumatisés. Ils se disent comment ça a pu arriver. Oui. Peut-être c'est utile d'avoir une part de vérité qui permet à notre pays de ne plus vivre cela. Maintenant, il y a la loi d'amnistie qui a été confirmée par le Conseil constitutionnel. Oui. Je ne sais pas les implications juridiques que ça va poser, mais je pense qu'on doit regarder ces événements-là, non pas dans un but de vengeance, mais de comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas pour notre pays. Oui. Quels sont selon vous les risques d'un processus de reddition des comptes trop rapide ou trop médiatisé? Comment trouver en d'autres termes le juste équilibre entre l'exigence de transparence de la population, parce qu'il y a une demande aujourd'hui à ce niveau, et la nécessité de respecter les procédures judiciaires justement? À trop médiatiser cela, on fragilise l'opération. Je pense que, comme le ministre de la Justice, je l'ai entendu une fois le dire, je crois, à l'Assemblée, ça doit se faire dans la sérénité et dans l'ordre normal des choses, sans pour autant qu'on soit dans une dynamique de... tant que la personne n'a pas eu un jugement définitif, nous ne devons pas douter de la bonne foi des gens. Oui, mais c'est un impératif quand même de oui, bien sûr, c'est un impératif permanent. Tout à fait. Ça me permet d'ailleurs de réagir sur une question pour moi qui est extrêmement grave, parce que j'ai entendu un acteur politique dire que pour la reddition des comptes, le remboursement des sommes dues, même si une personne est décédée, on doit prendre ses héritiers, les fonds. Je ne sais pas, peut-être que c'est une erreur de communication qu'il a eu à faire. Il y a 2 cas de figure. S'il y a un jugement définitif qui dit que telle personne a détourné de l'argent et que le jugement est définitif et que la personne décède après, bien sûr, le jugement est exécuté. Même s'il a laissé des biens pour ses héritiers, ces biens seront saisis. Maintenant, si la personne est accusée, ou bien si la personne il y a le procès qui est en cours d'instruction, cette personne n'a pas encore été jugée, comment vous pouvez aller prendre ses biens? Si la personne décède, elle ne peut pas se défendre au tribunal. Elle ne peut pas se défendre parce que c'est une responsabilité personnelle. Si on dit que Serigne Mbaye Thiam a détourné, c'est Serigne Mbaye Thiam qu'on juge. On ne juge pas sa famille. C'est cette personne qui est au tribunal qui dit, voilà, j'apporte des preuves que je n'ai pas détourné, ainsi de suite. On condamne la personne. En ce moment-là, si c'est définitif, même si elle décède, les biens sont saisis. Si la personne n'est pas condamnée, je ne vois pas comment on peut présumer que la personne a détourné
et on prend l'héritage de... Si on s'achemine dans ça, c'est très grave pour notre pays. C'est problématique. C'est problématique, oui. Bien sûr que c'est problématique. Merci beaucoup, Serigne Mbaye Thiam. Oui, merci. Merci d'avoir été notre premier grand témoin. Merci d'avoir essuyé les plâtres, comme on dit, à cette occasion. En tout cas, c'était un immense plaisir de vous recevoir. Moi aussi, parce qu'on a abordé des questions de fond. Et j'essaie, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas de problème qu'on me pose des questions. Oui. Parce que je dis exactement ce que je pense. Voilà. Et ce que j'ai dit ici, c'est ce que je pense. Je peux me tromper. Une autre personne peut avoir un autre point de vue. Je suis prêt à en débattre. Si je suis convaincu, je change d'avis. Voilà. Mais les questions qu'on a abordées sont des questions importantes. Et pourquoi j'aime un peu ce type de débat? Parce que je ne voudrais pas que le débat public dans notre pays soit circonscrit seulement aux questions politiques. Est-ce que vous êtes d'accord sur cela? Est-ce que vous êtes telle personne est partie ici? Qu'est-ce que vous en pensez? On doit discuter. Les acteurs publics, quand on les accueille, on doit leur dire qu'est-ce que vous pensez de l'éducation, qu'est-ce que vous pensez de la santé, qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture, de l'industrie. C'est ça qui fera avancer notre pays. Sinon, c'est trop facile d'être homme politique parce que vous parlez de généralité sans pour autant aborder les questions de fond. Merci beaucoup, Serigne Mbaye Thiam. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro de votre nouvel espace de réflexion et de débat constructif, grand témoin. À bientôt.